Cette émission vous est présentée par Ski-Doo et Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Passion Motoneige, une émission très chargée. Je vous présente mon bolide d'essai pour la saison 2024-2025. Vincent nous présente son essai du Neo Plus qu'on a fait au Montana l'an dernier. Également, mon essai du 858 Arctic 4 Catalyst, tout nouveau pour 2025. Et on termine le tout avec une capsule sur les plans d'eau. Il faut faire bien attention, on est en début de saison. Ça commence maintenant! Mon bolide d'essai pour 2025, le fameux MXZ 850 Turbo Compétition, package compétition en 137 pouces. C'est pas nouveau pour 2025, il est sorti en édition très limitée l'année passée, environ 4-5 éditions par concessionnaire. Donc seulement les meilleurs clients, entre guillemets, ou les plus rapides ont été capables de s'en procurer un. Mais cette année, on l'a fourni directement de chez BRP, donc on va en faire l'essai. Le 850 Turbo, on le connaît, il était dans les versions montagne il y a quelques saisons déjà, donc on parle de 180 chevaux, un moteur 2 temps bien entendu. Ce qu'il y a de différent au niveau du moteur 2 temps turbo compressé, on n'a pas d'intercooleur qu'on appelle de refroidisseur d'air comme on est habitué avec les moteurs 4 temps. On a un système d'injection au méthanol à la place qui vient refroidir le mélange lorsqu'on en a besoin, ce qui veut dire que au courant de la saison, ça peut arriver que si vous êtes quelqu'un qui est roulé à une vitesse plus mollo, on va dire, et puis vous n'êtes pas sur les grosses accélérations, bien, un réservoir pourrait vous durer pratiquement toute la saison. Par contre, si vous êtes plus agressif sur la manette de l'accélérateur, là, on va en prendre un peu plus. Des gros amortisseurs, suspension renforcée, des amortisseurs KYB 40 mm, donc beaucoup plus gros avec bonbonne externe, qui sont revêtus de Kashima Coated. Donc, avec plein d'ajustements. Donc, c'est mon bolide cet hiver. On va le tester comme il faut, puis on va vous faire un beau compte-rendu là-dessus vers la fin de la saison. Après la pause, Vincent nous présente son essai du Neo Plus qu'on a fait au Montana l'an dernier. Quand on parle des motoneiges de montagne, de hors-piste, on parle souvent de grosses cylindrées, de haute performance et tout. Mais une chose qui est certaine, c'est pour assurer la pérennité de ce sport-là, ça va prendre des motoneiges qui vont frapper une clientèle un peu plus entrante dans ce sport-là. C'est exactement ce que la Ski-Doo Summit Neo Plus vient adresser. Première chose qu'on remarque au niveau du châssis, on a le Rev Gen 4, donc on a conservé cette plateforme-là probablement pour garder un prix assez bas. Au niveau de la motorisation, tout nouveau pour 2025, Ski-Doo ont eu un feedback des différents utilisateurs qui sont principalement dans les rocheuses, donc haute altitude, rime avec une perte de puissance. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans le modèle Summit, ils ont délité le modèle 40 chevaux. Donc la Neo maintenant, au lieu d'être à 40 chevaux, va être à 55 chevaux. Et la Neo Plus va se transformer maintenant de 55 à 85 chevaux. Ce 85 chevaux-là vient du moteur 600 EFI qu'on trouve déjà dans les modèles sport chez le manufacturier. Au niveau de la traction, sur cette motoneige-là, on retrouve une longueur de 146 pouces et aussi 2 pouces de palette, donc c'est bien suffisant pour transmettre les 85 chevaux à la neige et obtenir une belle flottaison quand on effectue ces manœuvres. Au niveau de la position de conduite, c'est très ergonomique. Avec la Rev Gen 4, ce qui est intéressant, c'est que le body est quand même petit. Donc, quelqu'un avec de plus petite taille, c'est exactement là qui vise le marché. En fait, Ski-Doo, c'est quelqu'un un peu plus petit. On s'entend que le gabarit que j'ai sur cette motoneige-là n'est pas nécessairement le segment de marché. Donc, on est très confortable sur la machine. On a une bonne prise en main.
facile d'alterner de gauche à droite, puis on ne sera pas intimidé par des dimensions qui sont trop imposantes des fois sur les gros modèles de montagne. En terminant, je pense que Ski-Doo ont bien compris que oui, il y a des grosses motoneiges de montagne, mais pour assurer que le sport perdure ou d'amener des amis, de la famille, c'est exactement une machine comme ça. La Summit Neo s'adresse à ceux qui ont envie de commencer dans le sport, d'avoir du fun, sans être intimidés par une immense performance là, sur les modèles pleine grandeur. Puis Ski-Doo, ils ont bien compris le feedback des utilisateurs qui veulent une petite affaire plus de puissance dans la version Plus. Au retour, je vous présente mon essai de la nouveauté chez Arctic Cat, le ZR 858 Catalyst, le tout nouveau moteur pour 2025. Moi, le week-end au chalet, j'aime ça pas être sur mon téléphone cellulaire, j'aime ça lire des affaires un peu old school sur du papier. Puis la gang de Raven Media produisent Passion Motoneige depuis plusieurs années, puis c'est tellement bon ce qu'ils font. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce qui se fait dans l'industrie de la motoneige, des nouvelles affaires, des tests, plein de trucs, tu lis ça, c'est bien le fun, bien relax, au chalet, le week-end, c'est parfait. On a mis la main sur la nouveauté chez Arctic Cat pour 2025, le fameux moteur 858. On a vu des évolutions chez Arctic Cat depuis plusieurs années au niveau de la motorisation, des moteurs développés directement made in Arctic Cat. Et puis, on vous présente notre essai du fameux ZR 858. Cette nouvelle motorisation-là est basée sur la même géométrie qu'on a depuis plusieurs années. Si vous vous rappelez, le fameux F7 en 2003 qui a révolutionné le monde de la performance au niveau d'un 700cc, on a gardé le même système, si on veut, du côté du 800. Et puis, on conserve la même recette du côté du 858, mais avec un peu plus de puissance. On parle d'une augmentation totale de 11 %, ce qui est énorme. On parle en comparaison avec le 800cc. Donc, si on parle environ de 160 chevaux du côté du 800, ce qui était répertorié. Donc, on tombe facilement tout près des 177, 175, 177 chevaux annoncés par la compagnie. Un autre fait intéressant, on parle quand même 4 % plus léger que le 800. Donc, on a allégé plusieurs composantes au niveau de la motorisation pour avoir un véhicule qui est plus léger. Le châssis Catalyst. Arctic Cat l'a introduit l'année dernière en version 600cc avec des amortisseurs de base. Maintenant, on nous arrive avec une nouvelle configuration au niveau des amortisseurs. Ici, on a les amortisseurs électroniques EQS de Fox, ce qui fait en sorte que là, on a un véhicule qui est agréable quand on arrive dans des conditions plus bosselées. On est capable de modifier la précharge interne des amortisseurs de façon électronique en 3 modes. C'est pas du nouveau du côté de chez Arctic Cat, c'est connu depuis plusieurs années, mais intégré au nouveau châssis, on a vraiment une belle recette. Maintenant, si on parle côté performance au niveau du 858, vous savez, on est en altitude ici, on est à environ 6800, 6900 pieds d'altitude, ce qui fait en sorte qu'on a une perte d'environ 20 % au niveau de la motorisation. Donc, si on prend un 177 chevaux et on enlève entre 20 et 25 %, on tombe facilement en bas des 140, 130 chevaux. On joue dans ce range-là à peu près en altitude. Donc, je pense que les gens du côté d'Arctic Cat ont très bien réussi au niveau de la calibration. On a un véhicule qui répond bien. À bas régime, on a un petit peu d'hésitation et probablement que cette hésitation-là, lorsqu'on va se retrouver au niveau de la mer au Québec, va être complètement disparue. Donc, je pense que pour les amateurs de performance, ce 858-là, atmosphérique, va probablement être un des plus performants jamais produits au niveau de la catégorie des 850 pour la saison 2025. Comme la version de l'année passée, 600cc, on continue d'utiliser la fameuse courroie à la place d'un carter de chaîne traditionnel. L'année passée, on n'a pas eu de problème majeur du côté de chez Arctic Cat. On a hâte de voir maintenant avec plus de performance ce que ça va donner. On espère que tout va bien aller. Enfin, du côté de chez Arctic Cat,
On arrive avec un nouveau cadran, un cadran beaucoup plus gros en couleur, quelque chose qui est agréable à regarder. C'est une collaboration avec Garmin. On sait que Garmin est dans cette industrie-là depuis plusieurs années. Donc, on a un cadran qui est vraiment fonctionnel, où on peut aller sélectionner ce qu'on veut comme affichage. On est capable d'avoir également les cartes au niveau des sentiers, ce qui est très intéressant. Ça nous donne une belle visibilité au niveau des indicateurs, mais également beaucoup plus agréable à regarder. Le système offre également la possibilité de connecter votre téléphone. Donc, avec un système de communication, vous allez voir les appels entrés au niveau du cadran. Définitivement que ce véhicule-là va être très rapide, mais ce qui est intéressant pour la saison 2025, c'est qu'on a plus de package au niveau des amortisseurs. On a des amortisseurs plus robustes qui travaillent, qui sont plus efficaces que ce qu'on avait sur la version d'entrée de gamme de l'année dernière. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va frapper très fort au Québec. Ça va être un véhicule qui va être très rapide, avec des suspensions maintenant qui sont plus adéquates lorsqu'on a des sentiers qui sont plus rough un peu. Eh bien, on est capable de réduire au niveau de la suspension directement au niveau du cadran et d'avoir des performances qui sont de beaucoup supérieures à ce qu'on avait sur la version 600cc de l'année dernière. Donc, les rapides au Québec, ça va être un véhicule pour vous autres. Si on avait à décrire nos nouveaux skidoo, on dirait une ligue à part. Puis c'est aussi le même qu'on décrirait le monde qui ride. Et le monde comme toi. Le genre de monde pour qui ce qui vient après la tempête, c'est définitivement pas le calme. Le monde qui fait la différence entre gris puis gris monument. Le monde qui sait que ça, c'est le meilleur feeling au monde. Nouveauté pour 2025 du côté de chez BRP, on a amené au niveau du cadran 10.25 la possibilité de fonctionner avec une cartographie sans connexion cellulaire. Je m'explique. Les années passées, on le savait, ça prenait l'application BRP Go, ce qui est encore le cas, mais maintenant, on est quand même en mesure d'utiliser le GPS au niveau du véhicule sans connexion cellulaire. Ce qui veut dire que ça nous permet d'enregistrer ce qu'on fait comme millage, ce qu'on fait comme randonnée, et puis de conserver au niveau du système cette randonnée-là. Ça ne nous permet pas d'ajouter une randonnée à l'avance. Ça, il faut le faire avec la connexion BRP Go directement à partir de votre cellulaire. Donc, une nouveauté intéressante quand même. On aurait peut-être aimé être capable de configurer directement sans connexion cellulaire au niveau de l'écran, mais malheureusement, ça, c'est pas disponible encore. Mais au moins, maintenant, vous êtes capable d'avoir la cartographie en temps réel, vous êtes capable de voir votre position au niveau de l'écran, et puis il enregistre votre randonnée, ce qui fait en sorte qu'elle est disponible pour réutiliser par la suite. Donc, une belle nouveauté pour 2025.
Polaris pour 2025 ne nous amène pas un tout nouveau modèle du côté de la montagne. En contrepartie, ils ont préféré mettre de l'emphase sur plusieurs améliorations qu'on va regarder en détail avec vous. On a présentement avec nous la Polaris Chaos Patriot Boost 2025. Première chose qu'on remarque sur le véhicule, on a le tout nouveau siège qui a 1 pouce de moins, donc on va venir sauver du poids. C'est exactement ça que Polaris voulait faire. On parle d'un 7 livres au total qui est sauvé sur les nouveaux modèles. Autre chose au niveau des améliorations, les running boards. Sur les modèles Patriot, Boost et 9R, on a des tout nouveaux running boards qui sont plus légers et avec beaucoup plus d'ouverture pour laisser passer la neige, donc moins d'efforts, moins de traînée et surtout moins de poids qu'on va traîner tout au long de la journée. Autre amélioration notable au niveau des lumières. Donc oui, on a conservé des lumières qui sont au DEL, mais on a un modèle qui a été beaucoup allégé versus les anciens. Probablement qu'on parle d'un 3-4 livres juste pour les lumières. C'est là que ça fait toute une différence au niveau de la montagne. On le sait, le centre de gravité est plus bas. Plus qu'on met du poids en hauteur, plus que ça va être difficile à traîner tout au long de la journée. Et ce 3-4 livres-là fait une immense différence dans la journée quand on roule avec ça. Ça paraît énormément au niveau de la maniabilité sur le modèle. Polaris avait déjà probablement le guidon le plus épuré de l'industrie, puis se sont pas arrêtés là. Une autre particularité qui a fait qu'on a diminué le poids, c'est le throttle. L'accélérateur ici a été revu complètement, puis c'est uniquement sur la montagne qu'on va le retrouver. D'ailleurs, le câble qui est dessus a été renforcé, et aussi au niveau du câble, quand il vient rentrer, il est gainé, puis il y a aussi un petit caoutchouc. Donc là, à ce moment-là, on n'a plus l'accumulation de neige, de glace qui se fait, puis des fois, a comme tendance à bloquer l'accélérateur. C'est une excellente amélioration de ce côté-là. Sans rentrer dans tous les détails techniques, motorisation et tout de ce modèle-là, ce qui est important de retenir, c'est que Polaris a amené toutes ces améliorations-là sur tous les modèles de la gamme de montagne. Le seul qui est unique pour le Patriot Boost et le 9R, ça sera le siège plus mince, plus léger. Mais dans son ensemble, cette réduction de poids-là fait une immense différence au niveau de la maniabilité. Et aussi, là, le fameux throttle, enfin, on n'aura plus d'accumulation de neige et de glace qui était si tannant dans le passé. Au retour, on fait un petit rappel important début de saison, la sécurité sur les plans d'eau. Reste à l'écoute. L'utilisation d'une motoneige demande une certaine connaissance des règles de bonne conduite de la part de l'utilisateur en ce qui concerne les endroits où il désire circuler. On est tous attirés par les beaux plans d'eau, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a certains risques à circuler sur les plans d'eau et c'est très important de suivre les balises du sentier. Aujourd'hui, on est à Saint-Donat, on est aux abords du Grand Lac Archambault. On est avec Rénal Hawkins, avec qui on va jaser de la sécurité sur les plans d'eau. Rénal est directeur général de la Société de sauvetage. Rénal, on a une tendance à croire que la glace sur les plans d'eau, c'est uniforme, que c'est égal partout. Puis je pense que souvent, on fait erreur à ce niveau-là parce qu'il y a des endroits qu'on peut se retrouver avec très peu d'épaisseur de glace. Puis il y a d'autres endroits sur le même lac où on en a beaucoup. Alors oui, justement, on prend pour acquis plus souvent qu'autrement l'épaisseur de la glace. Puis je peux penser aux riverains qui ont des habitudes de vie par rapport à ça. Ils sont sur le bord de leur plan d'eau, ils grattent un peu la neige, puis là, ils voient qu'il y a justement une glace, puis là, ils prennent pour acquis que plus vers le centre, c'est aussi la même épaisseur. Il y a trop de variables. On peut penser au courant. Encore plus vrai lorsqu'on est sur une rivière. On peut penser justement au cours d'eau. Est-ce que je suis en amont ou en aval? Vous savez, les entrées et les sorties d'eau sur les lacs. Je le vois, moi, souvent, des gens disent « Ah, il y a un petit courant là », mais si moindrement c'est un petit courant chaud, ça vient amincir. Et l'autre aspect qu'on prend jamais en considération, c'est aussi l'épaisseur de la neige. Parce que la neige par-dessus la glace joue un rôle d'isolant. Et nécessairement, en dessous de la glace, la température
température est plus élevée que 0 degré. Alors, les deux combinés, ça a pour effet de venir amincir cette glace-là. Donc, ne jamais prendre pour acquis, même si la veille ou la semaine dernière, j'ai pu aller m'amuser sur le lac, il faut revérifier de nouveau l'épaisseur de la glace. La Société de sauvetage nous rappelle le principe du 1-10-1 lorsqu'on tombe en eau froide. Rénal, peux-tu nous expliquer en gros c'est quoi le 1-10-1? C'est simple à retenir le 1-10-1. Dans le fond, c'est l'Université du Manitoba à Winnipeg qui a fait la recherche sur l'hypothermie. Alors, il faut comprendre cette règle-là. Vous avez 1 minute, donc le premier 1, pour prendre le contrôle de votre respiration parce que vous êtes tombé de façon involontaire dans l'eau. Hein. C'est pas comme faire un bain d'eau froide là, ou se baigner dans le fleuve à certaines régions du Québec. Là. Donc, je tombe de façon involontaire, j'ai une hyperventilation qui s'installe vu que j'ai le choc. Il faut venir prendre le contrôle de cette respiration-là, sinon vous pouvez perdre conscience à cause de ce qu'on appelle l'hyperventilation. Ensuite, vous avez le 10. 10 minutes de force musculaire, de motricité pour pouvoir venir briser la petite glace qui va venir se mettre autour de vous ou justement d'être capable de sortir de l'eau. Et l'autre 1, c'est que vous avez environ 1 heure devant vous, dépendant de votre forme physique, de votre tissu adipeux, est-ce que vous êtes musculaire ou pas, est-ce que vous avez une flottabilité ou pas. Vous avez 1 heure avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui puisse justement faire la différence. Donc, ce qu'il faut faire, sans faire de jeu de mots, c'est de garder son sang-froid. Briser cette petite glace-là. Lorsqu'elle ne se brise plus, ça veut dire qu'elle est assez solide pour pouvoir mettre vos avant-bras sur cette glace-là. Et là, c'est le temps de faire aller vos jambes comme quand vous aviez suivi des cours de natation pour sortir de cette glace-là et de vous mettre à vous rouler le plus loin possible du trou où est-ce que vous êtes tombé. Et malheureusement, votre VTT, votre motoneige, il y a quelqu'un d'autre qui viendra la récupérer. On le sait, l'hypothermie peut causer même la mort. Donc, quelqu'un qui est témoin d'un accident, qui a un collègue qui tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la première chose que vous devriez faire, dépendant du réseau, c'est de communiquer avec le 911 pour déclencher les mesures d'urgence. Vous devez vous dire que si la personne a passé barre en barre la glace avec son engin, nécessairement, l'épaisseur n'était pas au rendez-vous. Donc, vous devez trouver une extension de portée. Avez-vous un sac à cordes au sein de votre engin? Avez-vous un bâton de hockey parce que c'est un patineur qui a passé barre en barre la glace? L'idée, c'est de vous trouver l'extension de portée. Vous pourriez même, à la limite, prendre votre propre manteau et là, vous vous étendez sur la glace, vous rampez le plus près possible, justement, pour lancer cette extension de portée-là, garder contact avec l'extension et de tirer la personne. Je vous dirais, à la limite, là, vous pourriez même faire une chaîne humaine, tout le monde étendu sur la glace. Lorsque vous avez réussi à sortir la victime de l'eau, vous devez la ramener le plus près possible pour qu'elle puisse d'un lieu où on pourrait justement l'abriter, la réchauffer et là, lui donner les soins appropriés face à l'hypothermie, une boisson tiède, pas d'alcool, justement. Pas de gros café chaud. L'idée, c'est de la réchauffer graduellement, même tordre les vêtements dans une certaine mesure, mais si vous n'avez pas de couverture, elle est mieux de garder justement les pièces de vêtements, même s'ils sont mouillés sur elle, parce que ça la protège, ça joue ce rôle d'isolant-là. Et là, naturellement, vu que vous avez déclenché le 911, les services préhospitaliers d'urgence vont arriver tôt ou tard, ils vont pouvoir réchauffer graduellement la personne et le cas échéant, l'amener même dans un centre hospitalier. Et au moins, vous aurez une anecdote à raconter à tout le monde plutôt que d'avoir fait vivre un drame à les proches de la victime. Je pense qu'avec toutes ces belles informations-là, c'est facile de comprendre que c'est hyper important de rester dans les sentiers balisés lorsqu'on circule en motoneige. Maintenant, j'aimerais ça vous entendre un peu sur les épaisseurs de glace. Les clubs sont quand même assez bien équipés, je pense, pour faire les vérifications. Mais je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on y va au niveau de l'épaisseur de glace pour un cheval, exemple, versus un automobile, un motoneigiste? À quoi ça ressemble? Absolument, c'est les responsabilités de la fédération et de ses clubs de faire ces vérifications-là de l'épaisseur de la glace. Il y a des endroits où ce sont les municipalités, surtout lorsqu'ils veulent faire ce qu'on appelle des patinoires sur la glace. Ce qu'il faut retenir, là, c'est, dans le fond, vous voulez marcher, là, c'est 10 cm minimal, donc 4 pouces. Une motoneige, c'est de 12 à 15 cm. On est dans le 5 à 6 pouces lorsqu'on a une belle glace neuve. Et là, on a fait une charte à la société de sauvetage.org qui vous donne les épaisseurs en fonction du poids. Là, ici, sur la charte, vous allez voir une auto, un camion. Comprenez que si vous êtes plusieurs motoneiges, plusieurs VTT, bien, vous devez considérer le poids de l'ensemble de ces engins-là si vous vous rassemblez en plein milieu d'un plan d'eau. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, c'est est-ce que les vérifications ont été faites de façon régulière?
Habituellement, les clubs ont cette responsabilité-là. Donc, tant longtemps que le sentier est balisé, ça veut dire que c'est propre à ça et il faut maintenir ça. Si vous voulez vous aventurer davantage, vous êtes mieux de vérifier avec les autorités locales s'ils ont fait ces mesures-là à différents endroits et considérer toujours le poids dans sa globalité, pas juste par rapport à vous, mais avec les autres partenaires avec qui vous vous amusez sur la glace. Et comme ça, vous allez continuer à avoir du plaisir sur les différents plans d'eau au Québec. Canal Hawkins, directeur de la Société de sauvetage, merci beaucoup. C'est très instructif. Mais merci, ça m'a fait plaisir. En conclusion, plusieurs incidents peuvent être évités si nous prenons les précautions nécessaires lorsqu'on traverse un plan d'eau. La témérité est une attitude que nous devons éliminer de notre comportement de motoneigiste. Soyons conscients en tout temps des dangers, car c'est de cette façon que nous allons réduire considérablement les accidents mortels reliés à la pratique de la motoneige, surtout sur un plan d'eau. Ayons un comportement responsable dans nos déplacements, en espérant que ces quelques conseils amélioreront vos connaissances et vous serez en mesure de réagir adéquatement si malheureusement un incident survenait. C'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se dit à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Ski-Doo, Intact Assurance, Groupe Content, Thibault Marine.